Bonjour Philippe Brunel. Bonjour. Alors là, c'est un roman, on peut dire, tout à fait étonnant, et c'est pour ça que je suis ravi de vous accueillir. Ça s'appelle Le Cercle des Obligés. Ça pourrait être presque le titre d'un film avec Alain Delon. On pense au Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, mais alors là, Philippe Brunel, c'est un roman partant d'une histoire incroyable, mais une histoire vraie, l'affaire Markovic. Et vous avez décidé de créer un héros qui va être, j'allais dire, un journaliste, enfin deux journalistes, puisqu'il y en a un plus vieux, puis un jeune journaliste, qui vont repartir sur les traces de ce mystère incroyable du 1er octobre 68, quand on découvre dans une décharge publique un homme nommé Markovic qui a été massacré. Oui, c'est ça, qui était le secrétaire d'Alain Delon. À l'époque, c'est un fait divers évidemment retentissant. Le premier fait divers, je pense, médiatique presque. En même temps, il y a eu aussi l'affaire du notaire dans le Nord. Là, c'est la première affaire médiatique. On voit Delon, c'est-à-dire ce qui m'a frappé, moi, c'est que j'avais vu Delon dans les habits de Jeff Costello, le tueur à gages du samouraï, que Melville avait tourné en 67, dans les rues de mon quartier, puisque en fait les studios de Melville étaient à 200 mètres d'où j'habitais. Et il y avait une sorte de proximité, de familiarité avec le monde de Melville. Et à la télévision, en 68, je vois Delon au journal télévisé, portant le même impair que Jeff Costello, mais cette fois, il sortait du tribunal de Versailles et venait d'être auditionné par le juge Patard comme témoin principal d'un crime, le crime de l'assassinat de son secrétaire. L'histoire est incroyable, elle a marqué la France entière. Quand je reviens là-dessus, on découvre dans une décharge publique. Et alors, vous donnez des détails dans ce livre. Parce que c'est un roman, mais en même temps, les faits sont très précis. Vous donnez des informations, parfois même faites des révélations. Il y a ce corps massacré, vous dites même émasculé, des parties génitales dans sa bouche. Vous dites la tête n'est pas reconnaissable. Il y a vraiment eu une volonté d'écraser cet homme, de le tuer. De l'humilier. Oui, comme si c'était pas un crime comme ça qui est arrivé comme ça par hasard ou un règlement de compte entre truands, mais une affaire personnelle, comme s'il y a quelque chose de personnel dans une haine, une rage, ceux qui l'ont abattu. Une rage, oui. Quelque chose comme pour dire aussi peut-être, voilà, t'es puni par où tu as péché, enfin. C'est ça. Alors derrière ça, il y a évidemment ce ferrailleur qui découvre ce corps et on s'aperçoit qu'il habite rue Messine, au domicile d'Alain Delon. Et là, c'est quelque chose, c'est une révélation, c'est son garde du corps. Quel est le rôle de ce personnage ? C'est-à-dire, il faut savoir, en 62, Alain Delon tourne Marco Polo, un film qui ne va pas se terminer pour des problèmes de budget. Et pendant ce tournage, il y a deux figurants, Milos Milosevic et Stéphane Markovic, qui sont les deux amis d'enfance, et qui jouent des figurants dans le film. Et Delon les remarque, Delon s'éprend de Milos le plus âgé, il en fait son secrétaire, il l'amène à Paris, il le loge aussi chez lui, et Milos va partir avec Delon aux États-Unis en 65, quand Delon va chercher à faire carrière à Hollywood. Mais il n'en reviendra jamais, Milos. Là-bas, il sera assassiné, ou la police dira qu'il s'est suicidé, mais en vérité, il était devenu l'amant de la femme de Mickey Rooney, qui était un grand acteur hollywoodien. Et on l'a retrouvé dans une salle de bain, dans un hôtel, avec une carabine à ses côtés. La femme de Mickey Rooney est morte à ses côtés, et lui aussi. La police a conclu, à l'époque, à un suicide, mais on n'a jamais vraiment su. De la famille de Milos pense que c'est un assassinat. Voilà. Donc le premier secrétaire, et je termine parce que c'est important, c'est-à-dire... Milos avait toujours dit à Alain Delon, s'il m'arrive quelque chose dans la vie, occupe-toi de Stéphane. Oui. Et donc Delon avait prêté serment. Quand il rentre en France, il rapatrie le corps de Milos en France, en Europe, et il sort Stéphane Markovic de la prison de Liège, où Markovic purgeait une peine pour des délits mineurs. Oui, et il va donc se loger chez lui, avenue de Messine, et il y a une proximité très importante que l'on va découvrir ensuite, après la découverte du corps. On va découvrir quelle était la place de cet homme dans la vie d'Alain Delon, qui vivait avec Nathalie Delon encore à ce moment-là. Oui. Delon dira toujours, c'était pas mon garde du corps. Il a un peu refusé ce statut. C'était donc un ami, une doublure lumière. Il l'accompagnait un peu dans toutes ses sorties. Le rôle qu'il avait, il était aussi, il s'occupait d'accompagner Nathalie Delon quand elle faisait ses courses en ville. Il pouvait accompagner Anthony à l'école. Il avait toutes sortes de tâches comme ça, une sorte de majordome, on va dire, aussi. Mais aussi lié
à des milieux liés à une boîte échangiste de Ville d'Avray, où on dit qu'il faisait des photos, il faisait du chantage. C'est un homme qui se prostituait avec des hommes et avec des femmes. Oui, alors là, tout ça oui, enfin, on a présenté à l'époque Markovitch de cette manière. Mais en fait, sa fiancée, parce qu'il avait une fiancée qui s'appelait Claudine Hoss à l'époque, dira que c'était un personnage beaucoup plus tendre, beaucoup plus intelligent. La mère de Stéphane Markovitch racontera son histoire. C'est quelqu'un qui avait fait des études, qui avait été à l'université avant de se rapatrier en France quand le maréchal Tito, avec ses brigades rouges, a investi la Yougoslavie. Donc c'était un émigré. Et on l'a fait passer pour un maître chanteur, pour un personnage, effectivement, qui a des rapports avec la voyoucratie parisienne, avec le monde de la criminalité. Mais je ne sais pas ce qui est vrai là-dedans, ou ce qui a été construit, fabriqué, pour faire de lui, finalement, un personnage qui ne pouvait mourir que de cette façon. Oui, mais un témoin va surgir, un témoin qui va dire, c'est Uros, qui va dire, j'ai vu, je suis le dernier à avoir vu ce personnage, avant qu'on le retrouve mort dans une décharge. Oui, c'est-à-dire, Uros, c'est un ami de Stéphane Markovitch qui se trouve avec lui la dernière fois qu'on a vu Stéphane Markovitch vivant. Il l'accompagne à une station de taxi, un taxi arrive, Markovitch monte dans le taxi et Uros reconnaît à l'intérieur du taxi un personnage qui s'est déjà installé dans le taxi et qui est François Marcantoni. François Marcantoni, c'est un ami d'Alain Delon, c'est surtout, avant tout, le parrain de la pègre de toulonnaise que Delon a connu de retour d'Indochine à Toulon, quand il est rentré d'Indochine. Et c'est aussi son témoin de mariage avec Nathalie Delon. Et donc, François Marcantoni va être le premier suspecté dans l'affaire, puisque c'était le dernier qui était en sa compagnie avant qu'il ne disparaisse. Oui. Voilà. Et cet homme-là va raconter, parce que toute l'histoire est incroyable, on le retrouvera quelque temps plus tard, mort, dans une chambre d'hôtel d'un hôtel pouilleux de Bruxelles. Oui, tout ça se terminera mal pour tout le monde. Tout ça se termine mal pour tout le monde. Pour tout le monde. L'homme qui fait rencontrer Nathalie Delon à Alain Delon, elle ne s'appelait pas Nathalie Delon, elle s'appelait Francine Canovas, c'est encore notre personnage. C'est Milo, c'est le premier secrétaire, oui. C'est-à-dire celui qui est mort à Los Angeles et qui a été à un moment donné l'amant de Nathalie Delon. Oui. Avant que Nathalie Delon s'installe avec Alain Delon, avenue de Messine. Alain Delon lui dit, mais qu'est-ce que tu sors? Alors on va dire le mot, qu'est-ce que tu sors avec cette salope? Oui, ce qui est assez étrange. Et lui va étrange. découvrir qu'Alain Delon ensuite... Oui, alors tout ça évidemment, ça a été raconté par les acteurs de cette sombre histoire. Est-ce qu'il faut tenir tout ça, prendre tout ça et donner crédit à tout ça? J'en sais trop rien, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça que les choses se sont déroulées, ont été racontées. Et moi, je suis dans un récit, en fait. Je reproduis ce qui a été raconté. Mais c'est fascinant. Alors, il va y avoir des lettres posthumes, découvertes. Hein, on va découvrir que Markovitch se savait condamné. Il savait qu'il allait être tué quasiment. Il écrit 3 lettres. Oui. Et il dit, s'il m'arrive quelque chose, ce sera Alain Delon qui est responsable. Oui, c'est-à-dire que Markovitch aspirait à autre chose que d'être un simple gouvernant ou une doublure lumière. Il aurait voulu être acteur. Il aspirait à une autre vie, une autre existence. Et effectivement, il fréquentait le couple Alain Delon. Il vivait avec le couple Alain Delon. Et Marcantoni était aussi un personnage qui vivait dans cette sphère-là. Et qui, à un moment donné, est tombé, a pris Markovitch en grippe. Pour quelle raison? Était-il jaloux de la place que Markovitch avait pris auprès d'Alain Delon? C'est difficile à dire. Mais la dernière fois que Markovitch... la dernière fois qu'on voit Markovitch vivant, il rentre donc dans ce taxi, il retrouve François Marcantoni, qui lui avait... promis de le mettre sur un coup. C'est-à-dire, ensemble, ils devaient cambrioler une villa dans la banlieue parisienne. Et on n'a donc plus jamais revu Markovitch. Et donc, que s'est-il passé? Où sont-ils allés? La fiancée de Markovitch dira que Markovitch avait peur de tomber dans un piège, d'être instrumenté par Marcantoni. Oui. Donc,
pour toutes ces raisons, Marc Antony a été le seul suspect, le seul inculpé de l'affaire Markovitch. Mais il y a des documents, parce qu'il met sur la piste de documents saisis chez Nathalie Delon notamment, et qui dit, il voulait écrire un livre aussi, disait-il, Markovic, sur les folies du couple Delon. Oui, c'est-à-dire... Et donc, voilà, il était sur le point de faire des révélations. Oui, enfin, c'était pas son intention première, mais quand Delon apprend... Enfin, c'est pendant le cours de l'instruction, interrogé par le juge Patard qui mène l'instruction sur le meurtre de Markovitch, Nathalie Delon avoue qu'elle a eu une relation avec Markovitch, en l'absence d'Alain Delon, un été à Saint-Tropez. Delon l'apprenant, on peut penser que ça ne lui a pas fait plaisir. Voilà, ça c'est le... Et Delon a licencié Markovitch à la suite de ces révélations. Il l'a licencié en plein mois d'août, et Markovitch, à partir de cet instant, il est licencié, il n'a plus de travail. Il menace d'écrire un livre sur la vie personnelle, la vie privée du couple Delon. Oui. Il dit des choses dans ses lettres posthumes. Il dit que Nathalie Delon est une menteuse, que c'est un personnage trouble. Oui. Est-ce qu'il faut, encore une fois, accorder foi à tout ça? En tout cas, ça a été dit, ça a été écrit, les choses existent. Je pense qu'ils étaient dans des situations exacerbées, qu'il y a eu un moment où les rapports se sont inversés. Semble-t-il, Markovitch est parti sur la Côte d'Azur, retrouver Alain Delon qui tournait la piscine avec Romy Schneider sous la direction de Jacques Deray. Delon, sur place, a été aussi lui-même auditionné par deux inspecteurs de police. On dira plus tard qu'un détail a échappé ou au médecin légiste ou n'a pas été consigné dans le dossier d'instruction, c'est qu'on aurait retrouvé sur le cadavre de Markovitch, dans la décharge d'Elancourt, des particules de sable qui ne provenaient pas de la décharge d'Elancourt, mais qui auraient plutôt été du sable qui provenait de la Côte d'Azur. D'où tout ce faisceau de suspicion qui s'est installé, qui a fait même d'Alain Delon un suspect, presque le suspect numéro 1 pendant un long moment. Oui, il y aura des révélations sur des photos qui existeraient, où on verrait Madame Pompidou. Bon, l'affaire va prendre une ampleur nationale, ce qui est absolument incroyable dans ce fait divers. Et il y a cet homme qui est, vous l'avez dit, François-Marc Antony, qui va être le seul finalement à faire de la prison dans cette affaire. Oui, il est le seul à faire de la prison. Les photos, on a commencé à dire que Markovitch aurait pu être assassiné parce qu'il organisait des parties fines auxquelles il participait lui-même, et que dans ces parties fines, il y avait des personnages du monde politique, du personnage du monde du show business, et qu'il prenait des photos et dans l'intention de faire chanter des personnalités. Parmi ces personnalités, Madame Pompidou. Donc à partir du moment où ça a été dit, ça a été écrit, cette affaire est devenue une affaire d'État, une affaire politique. Ça a quitté le champ du simple fait divers pour devenir une affaire d'État. Voilà. Mais ces photos, à vrai dire, n'ont jamais... c'est pas qu'elles... Je ne sais pas si elles ne sont jamais apparues dans aucun dossier de l'instruction. J'ai pu interroger l'ancien patron du Quai des Orfèvres, Claude Cancès, qui m'a assuré qu'il n'a jamais vu ces photos. Alors si ces photos, il ne les a jamais vues, si on ne les a jamais vues, est-ce qu'elles auraient existé? C'est pas sûr. Si elles n'ont pas existé, alors Markovitch n'est pas le maître chanteur qu'on décrit. C'est quelqu'un d'autre. Oui. C'est un autre personnage, peut-être plus sur le fond, plus civil, moins dangereux qu'on l'a dit, moins... Je ne sais pas, qui est beaucoup plus dans les règles. Alors, François-Marc Antony bénéficiera d'un non-lieu, venant du sommet de l'État. Oui, c'est quand Giscard d'Estaing demandera à Jacques Chirac d'intercéder auprès de la justice pour prononcer le non-lieu. Donc, Marc Antony a fait quand même, je pense, 11 mois de prison, et l'instruction a duré 7 ans. Et puis, en vérité, à ce jour... Là, il y a toujours, on ne sait pas qui a tué Markovitch, et puis j'ai l'impression que tout le monde s'en fout un peu. Oui, mais c'est une histoire tragique, incroyable. ça. Ouais, c'est une histoire incroyable. Mireille d'Arc va partager la vie d'Alain Delon. Elle sera interrogée, d'ailleurs, sur cette affaire. On a prêté à Mireille d'Arc une relation avec Valéry Giscard d'Estaing, par exemple. On a prêté. Oui. Et Alain Delon lui-même.
Oui, Alain Delon a laissé entendre, a suggéré, oui, qu'elle avait eu une relation avec Mérida. Est-ce que maintenant tout ça a eu une incidence sur le non-lieu déclaré, demandé par Chirac? Je sais, Oui. j'en sais pas. Le fameux Marc Antony écrira un livre où il dit « J'ai été le lampiste de cette affaire. Il se présentera plus blanc que blanc. » Oui, il a écrit. On a publié sa version, enfin les éditions Olivier Orban ont publié sa version dans un livre qui s'appelle La Conjuration, où il livre son idée de l'affaire. Oui, c'est assez étrange, comme ça, sans prisme, sans... Je ne sais pas quoi vous dire là-dessus, sauf que c'est l'étrangeté des choses. Oui. Ce qui est fascinant dans ce livre, hein, Philippe Brunel, c'est le personnage de Delon. C'est vrai, vous parliez de la guerre d'Indochine, il s'engage, il part à bord d'un navire, il est gamin. On lui a prêté aussi des relations homosexuelles, on l'a dit. Certains l'ont dit, encore récemment. Oui, apparemment, même c'est dans son dossier, dans son livret de la marine, où il aurait été un peu évincé de l'armée pour des faits d'homosexualité. Ça serait écrit dans son dossier. Ça. Mais bon, lui-même s'en cachait pas de son intérêt pour les hommes, les femmes. Il l'a plus ou moins dit, plus ou moins déclaré. C'est pas tellement une information. Oui, en même temps, il y avait le personnage d'Alain Delon. On dirait, il jouait à être Alain Delon. Il le disait dans les interviews. Hein. Et ce personnage-là ne pouvait pas être autre chose que viril, que cette force de la nature qu'il voulait interpréter dans ses films. Oui, puis il s'est entouré d'ailleurs de toute la panoplie de la virilité. Il aimait les chiens, on sait son goût pour les armes, pour les truands, pour la vie nocturne, pour les bars un peu interlopes. Il a toujours dit que c'est ce qu'il préférait dans la vie. Certains bars, après une certaine heure, il l'a déclaré ça comme ça. Il était aussi intéressé par la boxe. Bref, tous ces attributs de la virilité qui, sur le fond, qu'est-ce qu'il cherchait avec tout ça? À se fabriquer une mythologie? Je m'interroge. Je pense que être acteur ou se réfugier derrière sa beauté, ça ne lui suffisait pas. Je ne crois pas. Ce qui m'a interrogé, c'est sa dernière interview qu'il a faite pour TV5 Monde, peut-être un an avant de disparaître. L'intervieweur Cyril Viguier lui demande « Mais Alain Delon, on a l'impression que sur le fond, vous aimez puis vous vous détestez. » Et lui dit « Vous ne savez pas à quel point je me hais comme personne. » Et quand on l'interroge sur le fait qu'il n'ait jamais voulu écrire ses mémoires, il dit « Non, je n'ai pas voulu écrire mes mémoires, je ne voulais pas gâcher la vie de mes enfants. » Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il n'a pas écrit ses mémoires, ça veut dire qu'il reste un personnage de fiction. Il est et restera toujours un personnage de fiction. On ne saura, je pense, jamais la vérité sur la vie d'Alain Delon, ou cette vérité qu'on cherche tous à comprendre, c'est-à-dire qu'est-ce que cachait la beauté d'Alain Delon. Oui. Alors, dans l'affaire Markovic, et là c'est absolument extraordinaire, dans ce livre, Le Cercle des Obligés, vous amenez un personnage dont on a peu parlé, qui s'appelait Henri Diana. Encore un qui va mourir brutalement, on va dire, qui va être tué. Oui. Et vous donnez vie à cet homme que vous avez connu. Oui, que j'ai connu. Je ne l'ai pas fréquenté, mais je l'ai connu. C'était un proxénète de la Côte d'Azur qui tenait un bar dans le port de Hyères et qui était, à l'époque de l'affaire Markovitch, le bras droit de François Marc-Antony. Et aussi son relais sur la Côte d'Azur quand Marc-Antony était à Paris. Henri Diana a été vu à Goussainville, où habitait Marc-Antony, par un témoin qui l'a donc déclaré. J'ai vu Henri Diana dans la cour de la gentilhommière de Marc-Antony à cette époque. Donc on peut penser qu'à cette époque-là, Henri Diana faisait des allers-retours entre la côte et Paris. Delon, après, Henri Diana a fait de la prison. On n'a jamais su pour quel motif. Sur la Côte d'Azur, dans son entourage, on dit qu'il l'a fait à la place d'Alain Delon. Je ne vois pas comment on peut faire de la prison à la place de quelqu'un d'autre. Mais enfin, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se raconte, qu'il aurait touché de l'argent, qu'il aurait donc ouvert son bar, et que Delon l'a invité à Paris avec sa femme, l'a emmené dans un restaurant, dans une discothèque, comme si tout d'un coup, comme s'il voulait il avait de la gratitude pour ce personnage, ou le remercier d'un service rendu, je ne sais pas. Tout ça reste un peu flou, mais je reste aussi dans ce flou. Parce que ce flou, sur le fond, est la seule chose tangible de cette affaire. Oui, mais vous posez la question, Henri Diana a-t-il tué Markovic?
A-t-il été le bras armé de François Marcantoni? A-t-il agi sur ordre? Est-ce que Markovitch a été tué sur la Côte d'Azur puis rapatrié à Paris, auquel cas Henri Diana aurait été le personnage qui a convoyé la dépouille de Markovitch et s'en est débarrassé dans la décharge d'Elancourt? Tout ça, ce sont des questions qui restent en suspens. Mais vous savez, on écrit sur ces histoires. Pourquoi on revient là-dessus des années après? D'abord parce qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on traîne comme ça, qui sont loin de nous, mais en même temps auxquelles on n'arrête pas de penser. Et puis on écrit toujours, je crois, avec un effet retard. Sur le moment, on ne peut pas écrire les choses. Il faut attendre que les choses sédimentent. Il y a toujours un moment pour écrire les choses. Et je crois que l'effet retard, pas de la littérature, mais de ce genre de récit, je crois que c'est nécessaire. C'est pour ça qu'on écrit avec le retard, parce que j'ai rencontré des gens qui ont bien voulu parler, qui ont bien voulu m'éclairer sur Henri Diana, sur l'atmosphère de la Côte d'Azur, sur on peut dire le monde de séries noires qui entourait Alain Delon à cette époque-là. Et je crois qu'avant, ça n'aurait pas été possible. Oui, c'est un vrai film. Hein. On imaginez les dialogues d'Audiard, les mises en scène de Jean-Pierre Melville. C'est incroyable. Et la question, elle est là. C'est qui a tué Markovitch? Pourquoi? Vous me posez la question avec un tel ton que j'ai vraiment l'impression que vous voudriez vraiment avoir la réponse. Hein. Que savait Markovitch? Ça vous tourmente aussi. Pourquoi on a puni Markovitch? Pourquoi on n'a pas? Je ne le sais pas, je ne peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire. Des gens savent, dans l'entourage d'Alain Delon. Maintenant, ça commence à faire combien? Ça fait long, ça fait presque 50 ans. C'est vieux, cette histoire. Oui. Des gens ont su. Mais Delon a gardé son amitié pour Marcantoni. Non, pas vraiment, puisque en vérité, j'ai rencontré un témoin qui était au téléphone avec Marcantoni. C'est une dame qui était avec Marcantoni, qui aperçoit Delon à la terrasse d'un café parisien. Et Marcantoni, au bout du téléphone, lui dit « Tiens, va le voir, essaye de me le passer, c'est bien après l'affaire ». Et elle va voir Alain Delon, elle dit « J'ai Marcantoni au téléphone, aurez-vous parlé ?» Et il a dit « Non, surtout pas, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Ça remonte à la guerre de 14 et vous ne voulez pas lui parler. » Donc je ne crois pas qu'ils aient gardé de si bonnes relations. Est-ce qu'ils s'estimaient quittes de leur amitié? Est-ce qu'il avait cette affaire, il en avait une sorte de dégoût, de nausée, ou est-ce qu'elle était toujours là? On peut regarder aussi sur le plan, ce qui est intéressant, c'est aussi sur le plan de sa carrière. C'est-à-dire qu'Alain Delon, quand arrive l'affaire Markovitch, il joue les truands. À tel point, d'ailleurs, il les joue si bien que le juge Patard, qui instruit l'affaire, ne sait pas s'il a dans son bureau Alain Delon ou Jeff Costello, le tueur à gages du Samouraï. Que le juge Patard a vu sur l'écran lui-même dira « J'ai eu un doute ». Les deux personnages portaient la même... Ils portaient le même imperméable, mais il a dit « J'ai eu un doute », comme si en fait l'acteur et l'homme se mêlaient devant lui, comme si tout ça en calque. Et sur le plan de sa carrière, on peut aussi s'interroger. C'est-à-dire qu'après l'affaire Markovitch, pendant l'affaire Markovitch, il tourne la piscine, mais après la piscine, il passe de l'autre côté de l'écran, il devient un flic, il passe du côté de l'ordre, Alain Delon dans ses films. C'est lui après qui l'inspecteur, c'est plus celui qui tue. Donc je ne sais pas, tout ça est troublant. Oui, il avait un problème avec le bonheur. Oui, c'est possible. Disait Mireille d'Arc. Oui, mais qui n'en a pas? Oui, de son enfance peut-être. Oui, mais qui a eu... Tout le monde peut se plaindre de son enfance, si on veut bien, je ne sais pas. Oui, il a eu une enfance, abandonnée par... Pas abandonnée, ses parents l'ont laissé partir en Indochine à 17 ans pour faire la guerre. Et c'est vrai qu'à 17 ans, il l'a dit lui-même, on ne va pas en Indochine, on fait des études, on fait toute autre chose. Et l'Indochine, c'est la scène initiale, originale, initiatique pour Delon. C'est-à-dire, il en revient avec cette quête de virilité qui n'est pas complète chez lui et qui justement, il réunit autour de lui tous ces symboles, cette fréquentation des truands. Qu'est-ce qu'il allait chercher auprès des truands? Peut-être, je ne sais pas, de la matière pour nourrir ses personnages. Après tout, il était curieux de la vie, il avait presque Paris à ses pieds à une époque. Enfin, je veux dire, ça a été comme plus qu'un acteur, Alain Delon. Ça a été un personnage... qui a séduit hommes, femmes. Ça n'a aucun rapport, mais je me souviens, après sa disparition, Claudia Cardinal a donné une interview au journal La République où elle racontait le tournage du Guépard, donc sous l'époque Visconti. Et elle disait que le soir, il avait loué un château Delon
pour avoir une part de vie personnelle le soir et que des hommes, des femmes faisaient la queue devant sa chambre. Voilà, elle a raconté ça comme pour dire c'est lui après qui choisissait avec qui il allait passer la nuit. Enfin voilà, donc s'il était dans ce genre de vie, qu'est-ce qui a pu se produire? Vous savez, je ne sais pas. Tout ça était très curieux. Merci. Philippe Brunel, ça s'appelle Le Cercle des Obligés. C'est un roman. Vous avez compris que c'est absolument incroyable. Et alors, il y a des personnages de fiction qui interviennent. Et le puzzle comme ça, les différents éléments qui se mettent en place pour revivre cette époque absolument dingue. Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.